Ok, rentrée d'automne avant l'hiver, deuxième partie. Vos achats de Noël, donc j'en étais aux fictions plus ou moins fantastiques, en tout cas inclassables, étonnantes et aux livres étonnants. C'est peut-être ce qui m'arrête le plus dans la constitution et dans le trimballement d'une valise au long d'une saison, c'est d'avoir là-dedans des choses qui me restent et qui continuent de m'intriguer pendant, avant et après les avoir lus. Alors, aux éditions Anacarsis, remarquable éditeur du sud de la France, Les Oscillants de Claudio Morandini, traduit de l'italien par Laura Brignon, auteur que je ne connaissais pas et que j'ai découvert et que ça m'a fait une grosse claque. C'est un roman fantastique, absolument, sur le mode de la fable. Ce que ça raconte, c'est une jeune ethnomusicologue qui revient dans un village où elle a passé des vacances enfant avec ses parents et dont elle a un souvenir évidemment tablée par le temps, un peu compliqué par l'effet du temps. Elle a un souvenir d'enfance où elle entendait des bergers chanter très mystérieusement la nuit. Et c'est sur leurs traces qu'elle revient, parce qu'elle est ethnomusicologue, donc elle voudrait reconstituer, retrouver la trace de ces chants et en dire la fonction, la grammaire. Mais ce village est particulier et elle y est étrangement accueillie. Ce village n'est éclairé par le jour qu'au maximum une heure les bons jours. Il est archaïquement reculé, ancestralement reculé dans cette espèce de contrebas de la montagne, hein, dans un nubac absolu, sous la pluie, dans le noir, donc on y vit dans le noir et on y vit de façon obscure, et on l'accueille de façon sombre et obscure également. On se dit en passant que c'est étrange que ses parents l'y aient emmené en vacances tous les étés. Il y a peut-être lieu plus rieur, mais passons. Euh, L'inquiétude naît, et elle est sans cesse contrebalancée par des relents absurdes. C'est-à-dire que il y a aussi face à ce village où, en vis-à-vis de lui, mais sur la draie de la montagne, un autre village qui lui est concurrent, qui lui est frère ennemi, lui reçoit tout le temps le soleil, et dont les habitants, séculairement ennemis de ceux-là, les narguent, bronzent à poil, et sont en semi-conflit perpétuel, hein, les guerres de village ancestrales. Donc on est dans quelque chose qui est à la fois comique parfois, en tout cas toujours très étrange, et puis qui ne laisse pas d'être inquiétant. Parce que rien ne se passe comme prévu, évidemment. Les forces de la montagne, de la nature, et peut-être de ce qui est sous la montagne, les appellent, les appellent à quelque chose de toujours plus mystérieux, et plus elle va rechercher ces fameux bergers, moins elle va les trouver, du moins elle va trouver leur chant. Les bergers qu'elle va rencontrer sont très déceptifs à cet endroit-là. Mais ce qu'elle va y trouver, c'est sans doute autre chose. Donc le livre monte dans une angoisse étonnante, hein, dans une atmosphère qui ne ressemble à nulle autre, à la fois archaïque et fantaisiste, à la fois pleine de lieux communs, comme voilà, ces villages ancestraux qui se battent en duel, ou la vieille femme acariâtre qui l'accueille mal aimablement à son hôtel, et en même temps d'une invention sidérante. Ça s'appelle Les Oscillants de Claudio Morandini, et je ne me lasse pas d'y repenser. Donc aux éditions Anacarsis. Et autre fable magnifique dont on a beaucoup plus parlé, et c'est heureux, le premier roman de Mariette Navarro, qui n'est pas son premier livre, puisque Mariette Navarro est poète et dramaturge, et est reconnue pour ça depuis longtemps. Elle a donc attendu qu'il soit nécessaire avant de faire un roman. Elle a donc attendu sans doute de se sentir prête à le faire et d'avoir l'intrigue aussi pour faire de ses motifs et de sa langue extrêmement pure et pleine euh, le, le véhicule d'un roman. Et elle a bien fait parce que c'est une parfaite réussite. Ultramarin, c'est un décor, c'est une narration, c'est une scène aussi, hein. On retrouve l'autrice de théâtre, et puis c'est un conte. La, la, le personnage principal est une commandante de vaisseau, une femme virile, si j'ose dire,
commandant très obéi par ses hommes, très respecté, qui étonnamment les autorise au bout d'une trentaine de pages du livre, parce que temps calme, mer apaisée, grand soleil, les autorise à arrêter le bateau et à aller se baigner, tous ces hommes d'équipage, qui sont une vingtaine. Et donc on assiste à cette première scène d'ordre absolument poétique, avec ce bateau-là, et puis ces hommes qui se baignent comme des enfants, hein, c'est le plaisir de la baignade, sont nus et qui s'amusent comme des mômes. Et ça, c'est voilà, une épiphanie poétique qui trouve sa fin, hein, parce que c'est un roman. Et à un moment, bah, quand on s'est baigné, il faut bien remonter, puisqu'on commence à avoir froid, donc les hommes remontent, retrouvent le canot de sauvetage, et puis là, il faut se compter, est-ce que tout est bien là? Et puis on compte, 1, 21, 22, tiens, le compte semble ne pas y être. Mais il ne manque personne. Il semble qu'il y en ait un de plus. Et là, la fable bascule dans son versant, toujours aussi onirique, mais quasiment fantastique. Le voyage va changer, devenir autre chose, tout aussi initiatique, tout aussi allégorique, et léger, hein, dans son approche. Une phrase, comme je le disais, belle et en même temps simple, limpide. Ça s'appelle Ultramarin, de Mariette Navarro, chez Kidam Éditeur, et c'est évidemment très recommandé. Autre jeu avec la fable, alors c'est une fable gigogne, ça s'appelle Badroul Boudour de Jean-Baptiste de Froment aux éditions Les Forges de Vulcain. Et là c'est un jeu sur les mille et une nuits, alors que je ne pourrais vous raconter en son entier, mais il se trouve que Antoine Galland, qui est un universitaire un peu largué par sa femme, se retrouve en vacances avec ses deux gamines et qu'il est à l'aéroport en route vers le club, qui est une sorte de club méditerranéen pour les riches, hein, ça reste quelqu'un d'une classe sociale aisée. Et puis, dès l'aéroport, tout se passe bizarrement. Les personnages qui prennent l'avion avec lui sont étranges. Les gens qui vont l'accueillir au club sont étranges aussi. Le club, c'est quelque part en Moyen-Orient. Il se trouve qu'Antoine Galland, c'est aussi le nom de la personne dont il est spécialiste, à savoir Antoine Galland, qui était le traducteur des Mille et Une Nuits. Le traducteur est en partie inventeur des Mille et Une Nuits, de certains des contes des Mille et Une Nuits. Et Badroul Boudour, c'est la narratrice des Mille et Une Nuits, celle qui doit raconter les contes pour avoir la vie sauve. Et là, se tisse quelque chose d'une extrême fantaisie, dans ce club, des aventures absolument rocambolesques, hein, quasiment à l'inverse de l'ultra-réalisme du premier roman de Jean-Baptiste de Froment aux éditions Les Forges de Vulcain il y a 3 ans, qui s'appelait État de nature, et extrêmement souriant, encore une fois rocambolesque, en miroir des Mille et Une Nuits en question, puisque Badroul Boudour très très vite fait irruption dans le club et dans la vie censément réelle d'Antoine Galland. Ce faisant, on nous narre aussi, on nous fait découvrir l'histoire de ces contes et de leurs traducteurs, pour partie inventeurs, pour certains imposteurs. C'est extrêmement coloré, extrêmement fantaisiste, comme, comme seules les forges de Vulcain savent nous les offrir, ce genre de livre. Voilà, donc Jean-Baptiste de Froment. Badroul Boudour. Alors, autre rapport à la fable, à la fantaisie et à la fiction, complètement folle. Rivage au rapport aux éditions de l'Ogre, de Quentin Leclerc. Quentin Leclerc, j'avais beaucoup aimé, comment s'appelait-il, son livre où tout fondait? La ville fond, en 2017, où voilà, tout fondait. Donc un rapport à la fantasmagorie. Quentin Leclerc est poète, a priori, il dirige la maison de la poésie de Rennes, je crois. Et ici, on n'y est pas du tout dans des motifs a priori poétiques, on est dans ceux des jeux vidéo. On est aux abords de la ville de Myriad Pro, hein, déjà, qui est un nom de jeu vidéo en soi, où une enquête criminelle commence avec deux inspecteurs, Rivage et son adjoint, Copperfield, comme un magicien. Euh, Ils enquêtent sur la mort d'un collégien, sauvagement assassiné, dont il se dit des choses à propos de l'assassinat sur les forums Minecraft. Et donc l'enquête, elle va se constituer comme ça, de victime en victime d'un tueur en série mystérieux, via des indices glanés sur des forums de jeux vidéo. Et ceux qui sont tués ont un rapport aussi avec les sudis jeux vidéo. Donc le livre se passe
au cœur du monde des jeux vidéo et de l'imaginaire des jeux vidéo, hein, tels que les ados les pratiquent. Ah, donc il est question de Minecraft, il est question de Fortnite, il est question d'autres jeux. Ils sont décrits par le menu hein, pour nous expliquer, comme ça on n'est pas perdu si on ne les connaît pas. Euh, et puis c'est voilà, c'est une intrigue policière. Alors évidemment, il y a un côté un peu carton-pâte là-dedans. On a du mal à y croire tout à fait, du moins à adhérer. Mais même l'inspecteur Copperfield semble avoir du mal à adhérer au monde dans lequel il gravite. Et puis tout ceci se tisse dans une grande aisance, dans une grande fluidité, sous forme très très ludique, hein, péripéties, enquête policière, meurtre à tout va, personnage assez rocambolesque et fantasmagorique, voiture de sport, dealer, tueur, etc. Mais la façon dont ça se tisse nous fait de plus en plus penser à un jeu vidéo en lui-même. C'est-à-dire que le rapport narratif, la constitution narrative de ce monde me fait penser à un jeu de plateforme. Et je ne saurais pas l'expliquer plus précisément parce que ça prendrait très longtemps. Mais on y glisse extrêmement simplement, on n'y est jamais complètement perdu, et en même temps, il n'y a rien de très linéaire là-dedans. Non seulement il n'y a rien de très linéaire, mais comme je le disais, à la façon de l'inspecteur Copperfield, on se demande si les personnages qu'on rencontre ne sont pas tous largement pixelisés. Donc ça en fait voilà, une œuvre à la fois un art poétique du jeu vidéo, un roman sûr avec dans le jeu vidéo, un roman qui se déploie dans ce médium-là, si j'ose dire, qui lui rend hommage et qui l'exauce et l'explore et le déconstruit en même temps qu'il le met en œuvre. C'est quelque chose d'extrêmement saisissant et étonnant, qui n'a l'air de rien, hein, qui est surtout qui prend l'air d'une fantaisie et qui reste fantaisiste, flingueur à tout va d'un bout à l'autre, mais voilà, qui n'est pas sans continuer à me titiller à cet endroit-là, parce que c'est quand même tout un, moi qui m'intéresse à la littérature et aux livres, tout un mode d'imaginaire hein, et de construction narrative et de rapport à la fiction, est un point essentiel du monde contemporain, quoi qu'on en pense. Donc c'est une expérience extrêmement intéressante qu'a entamée Quentin Leclerc et qui a le mérite en plus d'être tout à fait jouissive et agréable à qui décidera de la tenter en lisant. Voilà, Rivage au rapport de Quentin Leclerc aux éditions de l'Ogre. Et puis autre jeu autour du genre et du polar, La Bonne Chance de Rosa Montero, dont j'aime énormément l'argument de départ. C'est cet homme, hein, donc c'est un personnage qu'on voit dans un train de banlieue en Espagne et qui s'arrête dans la ville la plus miteuse et la moins intéressante de la carte. Une fois arrêté là, l'homme est assez classe, il est plutôt bien vêtu. Qui une fois arrêté là, fait l'acquisition le plus vite possible de l'appartement le plus miteux de la rue la moins intéressante à côté de la gare de cette ville sans intérêt. Donc évidemment, il se dégage un mystère aussi bien du personnage extérieurement que de ses motivations. Ce mystère-là, il va fasciner une de ses voisines, hein, qui est caissière au supermarché du coin, va lui trouver un boulot là parce qu'il décide voilà, de travailler. On se dit pourtant, et l'on comprend assez vite qu'il doit avoir des moyens plus importants ailleurs, mais ça, nous allons le savoir, mais les personnages autour ne le savent pas. C'est-à-dire que le personnage principal nous est rendu en puzzle, si j'ose dire, par l'impression qu'il fait à ceux qui le croisent et qui sont d'un type bonnes intentions comme cette voisine qui en tombe tout de suite sous le charme, ou de mauvaises intentions comme ce propriétaire véreux qui n'en revient pas d'avoir fait une si bonne affaire de vendre cash un appartement aussi miteux, mais qui très vite se dit mais j'aurais pu en faire une meilleure et qui donc va tenter de l'escroquer encore plus. Sauf que autre chose le poursuit, à savoir des criminels, et c'est pour ça on est aussi dans le genre policier, des criminels autrement plus roués et aguerris, dont la poursuite, bon, je ne vous dis pas comment ça se résout, je ne vous dis pas si ça finit bien, dont la poursuite de polar donc va aussi nous éclairer sur le pourquoi de sa raison ici, de cette apparente rédemption qu'il vient chercher là en s'infligeant cette forme de pénitence. Ça s'appelle La Bonne Chance de Rosa Montero, c'est traduit de l'espagnol par Myriam Chirous aux éditions Métaillé.
Alors voilà, polar historique aussi, La nuit tombée sur nos âmes du confrère Frédéric Paulin, auteur rennais de son état, qui écrit du roman noir, hein. Il y a sa trilogie algérienne qui a fait énormément parler d'elle, alors c'est aux éditions Agulot. Et là, ce que Frédéric Paulin entreprend, c'est de raconter Gênes en 2001, parce qu'il s'est passé des choses à Gênes en 2001. Il y avait un G8, hein. Il y avait un G8, et à ce moment-là, les G8, je le dis parce que le livre nous l'enseigne alors que nous le savions. Et c'est un des premiers effets mnésiques de ce livre-là, c'est-à-dire que j'avais oublié. J'avais oublié que fin des années 90, début 2000, les luttes altermondialistes avaient pris un tour qui nous faisait croire à une sorte de renversement potentiel d'un ordre mondial de plus en plus hégémonique, hein. Vous vous rappelez du slogan Un autre monde est possible. Là, en l'occurrence, on a expliqué aux manifestants à Gênes qu'un autre monde n'était pas possible dans l'immédiat, on leur expliquait par la force. Donc il y a eu un mort à Gênes, on s'en rappelle, il s'appelait Carlo Giuliani, donc en juillet 2001. Mais au-delà d'un mort, il y a eu plus de 600 arrestations, des tortures façon la belle école sud-américaine des années 60 et 70, hein. Donc quelque chose de l'ordre de l'expression dictatoriale. Et donc il s'est passé ça. Il s'est passé ça, une manif qui tourne mal, et qui tourne très très mal. Et Paulin en fait le deuil d'une intrigue. Et évidemment, se sert d'une intrigue pour nous faire voir ça, très habilement, entre milieux d'extrême gauche, entre agents infiltrés, entre flics plus ou moins corrompus de la ville de Gênes, entre, oui, services d'ordre de la ville de Gênes infiltrés par d'anciens fascistes. Donc des éléments très réalistes qui, composés ensemble, en une intrigue habilement menée, nous font voir ce que nous avions oublié. Nous avions oublié aussi parce qu'il s'est passé le 11 septembre 2001 ce qu'on sait, et qui a avalé cet événement comme il en a avalé bien d'autres. Mais c'est voilà, double enjeu, hein, du roman historique tel que le pratique Frédéric Paulin, c'est-à-dire réactiver une conscience d'événements qui ont été engloutis, et le faisant de façon évidemment palpitante, parce que les gaz lacrymaux, on y est en plein. Donc La nuit tombée sur nos âmes de Frédéric Paulin aux éditions Agulot. Autre roman historique d'un tout autre genre, magnifique, Éloge de l'anarchisme par Thierry Froger aux éditions Actes Sud. Le livre s'appelle Et pourtant ils existent. Et pourtant ils existent. C'est un titre qui porte comme en envers son fantôme, c'est-à-dire qu'il manque ce qu'il y aurait derrière les points de suspension qui ne sont pas là, à savoir le reste de la chanson de Léo Ferré, du refrain de la chanson de Léo Ferré. Et pourtant ils existent, sont les anarchistes. Ce livre-là est une formidable reconstitution du XXe, des luttes anarchistes, des héros de l'anarchisme, hein, comme Durruti en Espagne, de la guerre d'Espagne donc, et d'autres conflits. Il y a une myriade de personnages, dont un index nous est donné à la fin, qui tiennent pour part d'une histoire familiale, plus ou moins fictive, et d'une histoire authentique. Et ils composent avec ça un puzzle, une, une structure étonnante à l'échelle du siècle, qui tient, alors qu'elle pourrait ne pas, qui tient parce que même quand on ne sait pas tout de suite où on est requis par une langue exceptionnelle. Un extrait. Rose Pierre qui parle, la principale narratrice. L'histoire de ma famille est semblable à celle de beaucoup d'autres, avec sa nuée de secrets, de hauts faits, de misère, de silence, d'héritage et de querelles, de tragédie et d'épiphanie. Dans la famille des Bordes et des Pierres, l'engagement politique a toujours été la manière de savoir qui nous étions. Mon arrière-grand-père maternel, Florentin Borde, fut un militant anarchiste, milicien de la guerre d'Espagne, résistant et libertaire. C'est le héros de la famille auquel on ne peut pas toucher. Sa petite fille, ma mère Ariane, a contribué à entretenir sa légende. Elle fut la passeuse infatigable de sa chanson de geste, quitte à laisser dans l'ombre ce qui ne pouvait se vérifier. Florentin est mort il y a 44 ans, Ariane il y a 1 an. Je suis la seule maintenant à pouvoir entretenir le trésor et le fardeau d'une mémoire qui s'évanouira avec moi. Quand je repense à cette histoire, un mélange de tristesse et de colère me gagne, et il m'arrive souvent de reprocher aux morts de n'avoir pas pris assez soin des vivants. Voilà, et pourtant ils existent de Thierry Froger aux éditions Actes Sud, un grand roman par un grand romancier.